8h28, Mickaël Darmon, c'est l'heure de l'interview politique. Vous recevez ce matin un proche de Manuel Valls, le sénateur socialiste du Val-de-Marne, Luc Carvounas. Bonjour, vous prenez peu la parole, mais vous êtes, vous, au cœur un peu de tous les secrets au gouvernement et au parti. Vous êtes un proche de Manuel Valls, mais vous n'hésitez pas à marquer votre différence, on va le voir. Tout d'abord, une question d'actualité. Oui. Nicolas Sarkozy, donc hier, en meeting, parlait de la répression de la délinquance avec un air un peu connu. On écoute, on regarde, on y revient. Délit, la peine sera augmentée systématiquement de 25%. Au 5e, de 50%. Au 6e, de 100%. Ainsi, les délinquants multirécidivistes comprendront que ça suffit, qu'on n'en peut plus de la tyrannie des caïds, des bandes, des voleurs, des voyous, de la racaille. Ah, de la racaille. Qu'est-ce que vous en dites ? Il transpire beaucoup, je trouve. Est-ce qu'il est en train de paniquer par rapport à la campagne qu'il mène et du coup, il y a des débordements? Écoutez, moi, ce que j'entends, c'est du Nicolas Sarkozy dans le texte. Mais sauf qu'il y a un petit changement par rapport au Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, qui disait déjà la racaille. C'est qui? Il a été président de la République. Donc, mais il veut recommencer. Mais il veut y revenir. Mais quand il dit racaille, il parle de qui? Des Français? Donc, un chef de l'État sortant qui veut devenir entrant insulte ses propres compatriotes? Si ce n'est pas les Français, il parle de qui? J'aimerais bien qu'il nomme la définition de racaille, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un large sourire face à un auditoire acquis. Il a une responsabilité dans ce qu'il dit. Et pourquoi il utilise ce terme pour vous? Pourquoi il sait très bien qu'il a été clivant, qu'il a été polémique, qu'il a été beaucoup attaqué là-dessus? C'est ce qu'il cherche? Vous connaissez l'homme politique qu'il est. Il y a toujours un double ou un triple sens dans les mots qu'il emploie. Vous voyez le sourire qu'il arborait lorsqu'il prononce le mot. Il le fait à dessein. Il est quelqu'un qui est en train de perdre son pari de remonter vis-à-vis d'Alain Juppé. Il a ciblé un électorat, un noyau dur pour sortir de la primaire et il le flatte, cet électorat. Alors, vous avez donc participé hier, parce que vous êtes un spécialiste des questions du tourisme, aussi, vous avez participé à ce comité stratégique aux côtés de Jean-Marc Ayrault, parce que la crise du tourisme est forte. C'est un sujet très important pour l'économie française. Que faire pour faire revenir les touristes sur le chemin de la France? Vous avez raison, c'est un sujet extrêmement important. Et pour celles et ceux qui nous écoutent, l'industrie du tourisme, c'est la première industrie française. C'est extrêmement capital et c'est aussi pour cela que mi-octobre prochain, le Premier ministre lui-même présidera un conseil interministériel sur cette question-là. Après, moi je fais partie de ceux hier au comité stratégique d'Atout France, qui est l'organisme opérationnel de notre stratégie en France pour le tourisme. Soyons quand même attentifs à pas nous-mêmes nous auto-flageller. C'est vrai, il y a de mauvais chiffres dans en particulier deux régions, l'Île-de-France et la région PACA, on se doute pourquoi. Après, nous avons de vrais atouts. Il y a un problème d'image. Mais on a subi, on a eu différents facteurs, que ce soit les grèves, que ce soit les intempéries, les attentats. Comment faire pour sortir de la crise? Eh bien, quand on a une mauvaise image, il faut faire de la promotion de cette image. Et notamment, Jean-Marc Ayrault a annoncé qu'il débloquait 10 millions d'euros supplémentaires pour justement favoriser les différents acteurs de ce secteur, pour apporter cette image qualitative. Il ne faut pas rester... 10 millions d'euros, mais Kim Kardashian, on lui en a piqué 9, ça ne fait pas une oui, mais image. Avec quelqu'un... Moi, si elle a 9 millions d'euros de bijoux, mais un seul garde du corps pour les protéger, c'est un peu affligeant. Écoutez, ce n'est pas le sujet, c'est un fait divers, malheureux, mais en tous les cas, qui vient se rajouter à une Ça ne raconte pas la difficulté. Moi, ce qui m'intéresse, c'est par exemple ce qu'a fait Anne Hidalgo à Paris avec ce beau clip, mais il ne faut pas dormir sur nos lauriers. Aujourd'hui, la France, nous sommes le 7e pays le plus attractif au monde. On peut encore prendre des parts de marché, mais pour ça, il faut prendre un état d'esprit aussi plus de compétiteurs et plus de commercial. Et c'est ça l'état d'esprit que je sens qui est en train de changer dans ce comité stratégique. Est-ce qu'il faut, stratégiquement également, prendre la décision de créer une police touristique, une police pour protéger les touristes? C'est une demande qui existe. Écoutez, le sujet n'est pas arrivé depuis maintenant 5 ans où je suis sur ces questions-là. C'est la première fois que je l'entends. Qu'après, il y ait eu, comme dans le Triangle d'Or, des mesures particulières à Paris apportées pour nos touristes, notamment chinois, qui étaient détroussés à une certaine époque. Les choses ont été réglées. Alors, vous êtes aussi donc, à la tête d'un amendement, vous portez un amendement qui va être donc, débattu dans la loi égalité-citoyenneté qui arrive actuellement au Sénat. Qui est arrivé au Sénat. Parce que vous estimez qu'il faut renforcer l'arsenal pénal, les sanctions contre les discriminations, les propos racistes, homophobes. Il y a trop de bavures, trop de dérapages quand on est personne qui a autorité. Vous voyez la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Pourquoi vous portez cet amendement? Parce qu'aujourd'hui, nous avons un besoin d'exemplarité qui
Nous qui détenons l'autorité publique, cela concerne autant les politiques que les hauts fonctionnaires, autant un ministre qu'un gendarme. Et aujourd'hui, la parole, on le sent bien. On le sent bien, on y reviendra peut-être quand on voit la campagne à droite avec des clins d'œil à l'extrême droite. On sent bien que la parole se libère. Mais cette parole, elle ne peut pas, elle ne doit pas se libérer, encore une fois, vis-à-vis de celles et ceux qui représentent l'État et qui détiennent l'autorité publique. Toutes les mutations justement de la société, vous y travaillez. François Hollande s'exprime aujourd'hui sur les institutions. Vous avez travaillé également sur cette évolution avec quelques propositions qui décoiffent. Vous dites vive le vote obligatoire. C'est ce qui est en train de monter en ce moment. On l'en voit dans les sondages. D'ailleurs, j'ai vu un sondage iTélé qui allait dans ce sens-là. Le vote obligatoire, c'est ce qui permettra de sortir de la crise démocratique? Le vote obligatoire, déjà, il existe pour une élection en France. On en parle peu. Vous savez laquelle ? Les élections sénatoriales. Les élections sénatoriales. Le corps des grands électeurs a une obligation, sinon il a une amende, d'aller voter. Moi, j'entends ce message qui nous a fait réformer à 24 reprises la Constitution, de dire les citoyens ont des droits, ont des devoirs, mais ils nous demandent à nous, les politiques, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Pour moi, cette responsabilité-là, elle va dans les deux sens. Parce que quand je regarde la courbe de participation dans les élections récentes, au contraire, on n'arrête pas d'essayer d'apporter une réponse à leurs attentes, mais de l'autre côté, leur participation n'est pas là. Il y a des pays aujourd'hui en Europe qui font cela fonctionne, et je pense que c'est aussi non pas infantiliser notre électorat, mais c'est de leur dire, vous avez des droits, mais vous avez aussi des devoirs, et le premier devoir, c'est d'aller voter. Alors, on entend beaucoup, puisque vous évoquez la primaire de la droite, il y a quand même aujourd'hui un débat dans cette primaire, c'est qui doit venir voter. Il y a des candidats, dont Alain Juppé, qui appellent, même François Fillon, à ce que tout le monde vienne, y compris des électeurs de la gauche. Tout à l'heure, Nathalie Kosciusko-Morizet s'exprimait à ce sujet. On écoute, on regarde, et on a votre avis. Je pense que ce n'est pas au candidat de décider qui doit voter. La primaire, elle a des règles, et surtout, elle a un esprit. L'esprit de la primaire, c'est que sont invités à voter tous ceux qui veulent l'alternance. Alors, c'est normal, parce qu'on est à gauche, d'aller signer la charte de l'alternance. D'abord, je crois qu'on est dans un fantasme, hein, vous vous en souvenez sans doute. Moi, j'étais le directeur de campagne aux premières primaires citoyennes organisées en France par la gauche pour oui, mais là, 10% des électeurs de gauche. On nous disait déjà à l'époque des hordes d'électeurs d'ici ou là. D'accord, mais pour cette primaire-là. Ouais, mais c'est important d'avoir un blind test réel. Là, à celles et ceux qui peut-être potentiellement se diraient dans une désespérance, c'est plié, c'est perdu pour nous la gauche, il faut prendre le moins pire, et donc je vais voter Alain Juppé. Moi, je leur dis tout simplement, d'abord, je n'ai pas à leur donner quelques conseils que ce soit, mais qu'ils entendent une chose, c'est que Alain Juppé ou Nicolas Sarkozy, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Pourquoi ? Parce que Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, c'est à la fois 300 000 emplois en moins dans le service public, c'est la retraite à 64 ou 65 ans. D'ailleurs, c'est assez sympa pour Alain Juppé qui a pris sa retraite à 58 ans, demandera demain aux Français de la prendre à 65 ans. Donc vous dites aux électeurs de gauche, attention, et ils sont Alain à droite Juppé quand même. Vous et Nicolas Sarkozy, vu ce qui se passe dans leurs campagnes respectives, ce sera demain des ministres au gouvernement venant des rangs de Sens commun ou de la Manif pour tous. Eh bien, l'électeur de gauche, qui a le cœur à gauche, j'imagine pas un instant que c'est ce qu'il attend. Parce que le sous-texte, en fait, là, on voit bien l'attitude de ces électeurs qui se déclarent, c'est de dire on sait qu'on va perdre, on ne veut plus de François Hollande, et de toute façon, il vaut mieux perdre. C'est ce qu'on entend beaucoup dans vos rangs, quand même. Vous vous souvenez de 95 ? Oui, on nous donnait complètement balayé et que Lionel Jospin n'était même pas au second tour. Il est arrivé promis au premier tour. La campagne présidentielle, elle va commencer le 15 mars, quand on saura réellement qui est candidat, qui a eu les parrainages, qui est sur la ligne de départ. Et là, on verra alors les enquêtes d'opinion. Aujourd'hui, il y a à un instant T différents sondages qui tombent, mais ils ne correspondent pas à la réalité. Et au peuple de gauche, qui est un peuple très légitimiste, et qui, on le voit bien dans les enquêtes d'opinion, il y a une envie de gauche. François Hollande, vous dites, c'est ça ? Il faut aller vers le candidat qui sera à même de faire en sorte que la gauche reste au pouvoir, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Moi, je ne me résigne pas à ce que le travail qu'on a réussi à faire ensemble, tous ensemble à gauche, le 6 mai 2012, parte avec l'eau du bain à l'occasion de nos divisions. Bon, et avec Manuel Valls, vous continuerez votre chemin après 2017, où vous prendrez votre propre indépendance ? Dernière question. Très bien. Vous savez que je suis son ami. Et quand on est l'ami d'une personnalité comme Manuel Valls, elle attend de ses plus proches qu'on dise la vérité. Et moi, j'essaye d'être comme lui l'exprime en étant un Premier ministre de François Hollande et libre. Je suis son ami et libre dans mon expression parce que je pense que ce n'est que comme cela
qu'avec d'autres, nous ferons en sorte qu'il devienne président de la République en 2022. Et bien voilà, donc c'est lancé, on a le projet pour 2022. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Luc Carvounas. Effectivement, on a le projet pour 2022. En attendant, ce que vous nous dites ce matin, c'est qu'il y a une envie de gauche, Alain Juppé et de Nicolas Sarkozy, c'est bonnet blanc et blanc bonnet.